en ça, elle est un petit peu supérieure à tous les autres genres. Oui, je suis bien d'accord par ailleurs, et ceux qui ont dit l'inverse ont tort. Et qu'ils viennent ici, on les attend de pied ferme. Autre question? Ou autre définition? Moi j'aimerais bien que quelqu'un propose une définition de l'Uchronie, mais allez-y, posez votre question. Allez-y. Moi je me demandais en fait la première œuvre uchronique selon vous. Ah voilà, ça c'est une très bonne question, merci, très pédagogique. Allons-y. Alors, techniquement, vous en avez deux qui sont sortis au milieu du 19e siècle et qui sont toutes les deux françaises. La première œuvre uchronique au monde est de Louis-Geoffroy Château, ça s'appelle Napoléon apocryphe, ou comment Napoléon a conquis le monde 1812, je dirais 1830. C'est une œuvre qui a connu plusieurs incarnations. Tout d'abord, c'est sorti dans mes souvenirs en feuilleton. Ensuite, il a fait une première édition, puis une édition remaniée, où il a rajouté pas mal de choses. Alors, contrairement à ce qui a été dit sur une autre table ronde dont je ne citerai pas le nom, l'œuvre n'a pas forcément vocation à être une œuvre de pure propagande à la gloire du régime bonapartiste. Elle a été écrite, si je ne dis pas de bêtises, effectivement, parallèlement par un nostalgique du pouvoir impérial, mais le père de l'auteur avait joué un rôle dans le régime impérial. Le fiston lui a été marqué par ça. Et si on regarde l'œuvre, c'est à la fois, je dirais, un roman d'aventure, c'est une œuvre totale, hein, pour ainsi dire, c'est un roman d'aventure, c'est une uchronie, ça introduit certains des paradigmes de l'Uchronie, que ce soit le point de divergence, la mise en abîme uchronique, le fait que l'action ensuite peut se situer nettement en décalage par rapport à ce point de divergence. Genre au lieu de raconter finalement le point de divergence au moment vécu, vous faites un bond dans le temps et celui-ci intervient plus tard. C'est pas réellement le cas là, vu qu'on suit en fait toute la chronologie de l'histoire de Napoléon. Celui-ci, imagine, en fait, il ne rentre pas dans Moscou en flammes en 1812, l'incendie commence avant que l'armée arrive, décide de replier son armée à Saint-Pétersbourg pour y passer l'hiver, et ensuite fout une raclée monumentale aux troupes russes, et après se dit qu'on ne va pas s'arrêter en si bon chemin, et décide d'aller conquérir le monde. Donc ça, c'est le point de divergence. Vous avez une mise en abîme d'un point de vue chronique, c'est qu'après la conquête de l'Australie, parce qu'on n'est pas des petits joueurs quand même, en revenant, il passe au large du Nil, il s'appelle Sainte-Hélène. Il stoppe, il regarde l'île, il rentre dans sa cabine, il est furibard, personne ne comprend pourquoi. Il en sort 3 jours après et il déclare « Vous me trouvez toute la poudre à canon que vous voulez, vous faites sauter l'île ». Donc là, il y a vraiment un choc au niveau du reste de l'équipage, on ne comprend pas la scène. Nous, lecteurs, provenant d'un autre monde, on rigole beaucoup. Autre mise en abîme uchronique, il y a un bouquin qui circulerait déclarant justement, racontant la chute de l'Empire. Donc du coup, c'est une œuvre pamphlétaire se moquant du régime, ce qui est nettement moins apprécié. Et à la fin, quand on y regarde bien, le régime impérial tel qu'il est décrit, on a l'impression de tomber sur un monde à 1984. Donc je dirais que c'est à la fois une œuvre nostalgique, montrant bien quand même, les grandes cavalcades impériales, les grandes victoires, etc. etc. Et on évacue tout le côté, la boue, les morts, et le côté, pour ainsi dire, très concentré au niveau du pouvoir dans une seule personne qui estime qu'elle a raison quoi qu'il arrive. Mais il y a quand même, de la part de l'auteur, le fait qu'il montre que c'était pas si joli que ça si on y regardait bien. Et la deuxième œuvre chronique qui a vraiment donné son nom au genre, c'est Charles Renouvier, c'est Uchronie, ou histoire de... Enfin, j'allais dire, c'est chronique de l'histoire telle qu'elle aurait pu arriver. Donc là, on tombe vraiment sur le thème principal, à savoir un mot forgé à partir d'utopie. Donc utopos, c'est un lieu qui n'existe pas, et uchronie, un temps qui, lui, n'existe pas. Alors le gros souci de l'œuvre de Renouvier, qui est très belle, qui joue avec les notions de liberté et autres, c'est qu'elle a très mal vieilli d'un point de vue lecture, à tel point que, ça pareil, j'ai toujours ma petite anecdote, Éric Vial, je crois, on avait fait une critique en déclarant que ça devait être une des œuvres qu'on lisait à voix haute dans un des cercles de l'enfer pour l'éternité auprès des damnés. Ça vous donne un peu une idée du genre. Je confirme, elle a considérablement vieilli, mais quand même elle reste fascinante. En plus on retrouve Marc Aurèle, enfin on retrouve pas mal d'éléments dans l'imaginaire lié à l'Empire romain. Donc 1836 pour donc la première, et la deuxième 1857, et puis reprise ensuite en 1876. Donc 2 Français.
Donc Cocorico, l'Uchronie est une invention française, en tout cas au moins l'Uchronie telle qu'on la conçoit aujourd'hui au 19e siècle, de l'histoire telle qu'elle aurait pu être, telle qu'elle n'a pas été. Il y a aussi, il me semble, dans la naissance de l'Uchronie, Joseph Méry, vous le citez en troisième. Ça, c'est une Uchronie dont on parle moins. Quelques mots peut-être sur celle-là. Est-ce qu'elle est moins illisible que l'autre? Elle est beaucoup moins illisible. En plus, elle a eu la chance d'être rééditée en numérique avec un petit appareil critique. J'arrive plus à me souvenir. Chez Publinet. Chez Publinet. Oui. Alors là, par contre, pour le coup, Collection Archéo-SF. vous tombez sur une œuvre profondément nostalgique. À part d'un des points sur lequel Napoléon s'est attardé, Napoléon ayant beaucoup de temps à perdre finalement à Sainte-Hélène, s'est amusé entre guillemets déjà à réécrire un peu l'histoire à son avantage dans le mémorial de Sainte-Hélène, dicté au pauvre Las Cases qui n'en demandait certainement pas tant. Et s'est arrêté de manière assez, j'allais dire, amusante pour nous sur certains détails de sa vie en disant bah tiens, si c'était passé comme ça aurait été autrement. Et lui, il y a eu une défaite, c'est 1799, Saint-Jean d'Acre, où il est tombé sur une tour finalement remplie de canons qu'on n'a jamais réussi à prendre. Ça a été une boucherie, mais alors absolument fantastique. Et Napoléon, enfin Bonaparte à l'époque, devant le truc, on aurait déclaré c'est la tour du destin. Il dit le destin du monde s'est joué là. Si cette tour était tombée, finalement mon histoire était autre. Ce qu'il faut savoir, René Grousset en parle dans son œuvre Figures de proue, qui est une étude sur les grandes figures historiques datant de 37. Il parle de cela. Napoléon était parti avec une idée bien précise. Lui, il rêvait d'être Alexandre. Et René Grousset a justement une très très belle phrase en disant Napoléon fut César parce qu'il ne put devenir Alexandre. Napoléon, son rêve, c'était de reconstituer un immense empire justement en Orient parce qu'il estimait que l'Occident lui était coupé. Quand on y songe, ça a échoué. Il n'a pas réussi finalement, faute de flotte, faute d'accord, faute de bataille suffisamment gagnée pour pouvoir rallier des troupes et se reconstituer un empire tel qu'il aurait voulu. Donc il est revenu un peu chez nous. Mais là, on tombe sur une espèce d'obsession en disant bah, tiens, à tel moment, l'histoire aurait pu se jouer. Et toute cette nouvelle de Joseph Méry tourne autour de ça. Là, on tombe vraiment sur le côté nostalgique, voire même, je dirais, sur le côté des futures uchronies à but militaire. Oui. Où on a énormément de détails, c'est une nouvelle, techniques et autres. C'est juste une nouvelle. C'est une nouvelle, C'est je dirais. une nouvelle, ouais, d'accord. Ok. Bon, vous voyez, Bertrand, c'est bien. Hein. Bertrand, quand on le lance, soit il dit oui et il se tait, soit il parle et il nous raconte toute l'histoire de l'Uchronie. C'est génial. Alors, Karine, il ne faut pas se laisser faire attention. Hein. Vous êtes là tous les deux. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ah, ben voilà, le monsieur qui avait le micro au début, bien joué. Ah, si vous aviez posé la première question, la table ronde aurait été différente. Eh oui, certes. Alors, on y va. J'aurais voulu savoir s'il y a un lien au niveau littéraire entre les wargames et l'Uchronie. Dans le sens que les wargames d'un point de vue militaire, ça consiste à dire on va refaire la bataille, puis on va regarder si c'était Napoléon qui pouvait gagner, si c'était les nazis qui pouvaient gagner, etc. etc. Allez-y. Le lien avec le militaire. Oui. Alors, l'histoire militaire a une longue tradition uchronique. Toute bataille que l'on refait automatiquement le sera légèrement. Ça va pas forcément. On va pas suivre le même plan. C'est moins rigolo. Et j'allais dire, quand on regarde certaines batailles perdues, le plus grand délice pour un wargamer, c'est justement de pouvoir prendre le camp des vaincus et changer l'histoire. C'est un peu traité d'une très belle manière d'ailleurs par Pierre Bordège dans son diptyque sur Wang, avec les jeux uchroniques. C'est peut-être le seul élément uchronique d'ailleurs dans le roman, où on fait jouer finalement des peuplades issues du tiers-monde dans des jeux dits historiques où on les fait jouer un coup les Américains contre les Indiens. Et dans le cas d'un des jeux, il y a une bataille qui est jouée entre les Gaulois et les Romains, et c'est les Gaulois qui l'emportent. Donc ça, on réécrit littéralement l'histoire. Les wargamers, oui, vous avez toujours un cortège de règles systématiquement pour pouvoir montrer à la fois le poids de l'histoire, mais aussi d'autres règles annexes qui vont se greffer pour pouvoir dire, écoutez, pour éviter que ça se termine réellement comme ça, on vous propose tel ou tel système pour pouvoir mettre en place une possibilité uchronique. Et vous avez, là pour le cas c'est la cerise sur le gâteau, des wargames purement uchroniques. Donc oui, il y a une concomitance. Et surtout, il y a
mais là on rentre dans le domaine anglo-saxon. Il y a énormément d'historiens anglo-saxons, là-bas je dirais c'est presque une tradition, qui écrivent soit des nouvelles, soit des essais à caractère chronique sur des batailles. Moi j'ai toute une série de bouquins provenant de Green Hill Books qui imaginent, enfin pour les Américains c'est des sujets bien spécifiques, si on avait gagné au Vietnam, si la bataille des Ardennes s'était passée différemment, et ainsi de suite. Alors ça peut être soit des nouvelles finalement très très littéraires, soit des trucs mais alors, super techniques, vous avez intérêt à être vraiment calé en histoire militaire, ou comme disait Eric Henriet en me disant toujours, Bertrand c'est le seul mec qui va être capable de vous dire qu'un Stuc 3, celui-là c'est un type B parce que le type de chenille et la roue est différente du type A qui a été construit qu'il y a 15 exemplaires. Là ça s'adresse à ce type de public.